En tant que feu céleste, la foudre transforme durablement et profondément ce qu'elle touche. À travers le monde, il existe des cultures où l'on pense que ce qui a été touché et transformé par la foudre est devenu sacré. Ainsi, les Incas imaginent que c'est la foudre qui confère des pouvoirs aux devins en le frappant. Pour d'autres, la consommation de la viande d'un animal foudroyé est interdite, celle-ci étant considérée comme la propriété des dieux. On prétend également que l'âme d'une personne frappée par la foudre est destinée aux cieux. Je suis Pierre Amoros, bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo prolonge les explications données dans le précédent épisode sur les décharges négatives. Je vous conseille donc de visionner l'épisode précédent avant de regarder celui-ci pour une meilleure compréhension des phénomènes étudiés. Dans cet épisode, nous allons explorer des formes plus rares d'éclairs. Tout d'abord, nous découvrirons l'autre grande famille de décharges atmosphériques, les décharges positives. Nous verrons les conditions dans lesquelles elles se forment, puis nous aborderons la différence significative d'énergie dégagée, comparée à leurs cousins négatifs. Nous observerons ensuite les multiples phénomènes qui composent de tels éclairs, comme nous l'avons fait pour les éclairs négatifs dans l'épisode précédent. Après cela, nous partirons à la découverte des éclairs inversés, ou éclairs sol-nuage, de curieux éclairs qui se propagent vers le ciel en partant du sol. Enfin, nous aborderons le mystérieux feu de Saint-Elme. Comme vu dans l'épisode précédent, les éclairs peuvent être classés en deux catégories principales, déterminant ainsi de nombreuses de leurs propriétés, telles que leur puissance, l'ordre et l'évolution des multiples et brefs phénomènes qui les composent. Plus puissants mais moins fréquents que leurs cousins négatifs, les éclairs positifs prennent naissance dans la couche positive du cumulonimbus, généralement située dans son enclume givrée, composée de cristaux de glace. Ainsi, les décharges intranuageuses, positives, émergent de cette couche et fusent vers la couche négative au centre du nuage. En ce qui concerne les éclairs positifs nuage-sol, ils semblent se produire lorsque la couche négative n'est pas suffisante pour neutraliser la charge positive provenant des hauteurs. Dans ce cas, l'éclair peut continuer sa descente jusqu'au sol. Certaines conditions sont plus favorables que d'autres. Lorsque le chemin de la foudre, depuis les strates gelées de l'enclume, n'est pas ou peu obstrué par une couche de charge opposée, les éclairs positifs nuage-sol sont les plus fréquents. Cela arrive dans diverses situations. Lorsque le vent en altitude déplace le sommet du nuage chargé positivement par rapport à la base, ou encore lorsque le nuage d'orage se dissipe. En effet, la dissipation commence par le bas du nuage et la couche chargée négativement se dissipe généralement avant celle du haut. Dans ces deux cas, la foudre positive n'a pas d'obstacle dans sa descente vers la surface de la Terre. Il arrive également que les orages hivernaux, plus bas que leurs homologues d'été, produisent davantage de foudre positive. Cela pourrait être lié à leur structure électrique inversée, bien que les connaissances à ce sujet soient encore limitées. Maintenant que nous avons vu dans quelles conditions ils sont les plus fréquents, intéressons-nous à leurs propriétés distinctives. La plus marquante d'entre elles est leur énergie.
Les éclairs positifs, bien moins fréquents que leurs parents négatifs, sont beaucoup plus énergétiques. Si un éclair négatif possède un courant électrique de 30 à 40 kA, celui d'un éclair positif est de l'ordre de 300 à 400 kA. La charge transférée par un éclair négatif est d'une dizaine de coulombs, contre 300 à 350 coulombs pour un positif. La tension électrique varie également entre ces deux types d'éclairs. 100 millions de volts pour un éclair négatif, contre 1 milliard de volts pour un éclair positif. Prenons un exemple plus concret. La comparaison avec la consommation électrique d'un foyer moyen. L'énergie dégagée par un seul éclair négatif pourrait alimenter une maison en énergie pendant plus d'une semaine. Dans le cas d'un éclair positif, le même foyer pourrait être alimenté pendant plus d'un an. Cela illustre la très grande différence d'énergie dégagée par ces deux formes d'éclairs. Il est également notable que les éclairs positifs varient beaucoup en puissance. Par exemple, au-dessus de l'océan, où les éclairs sont plus rares et où les charges électriques s'accumulent de manière plus intense, on trouve des décharges positives plus fortes que d'ordinaire, que certains chercheurs qualifient de supervolts. À présent, comme nous l'avons fait pour les éclairs négatifs dans l'épisode précédent, nous allons examiner comment un éclair positif se forme et comment les phénomènes qui le composent évoluent. Il est important de noter que les éclairs positifs sont moins bien connus que les décharges négatives. Cela s'explique par le fait qu'outre leur rareté, les phénomènes qui composent la décharge sont moins visibles et émettent beaucoup moins de rayonnement électromagnétique que les éclairs négatifs, ce qui les rend plus difficiles à traquer avec les instruments au sol. Les éclairs positifs commencent dans la zone de charge positive par la décharge couronne des hydrométéores, qui libèrent l'électricité qu'ils contiennent. Pour rappel, les hydrométéores sont toutes les formes d'eau contenues dans le nuage, qu'elles soient liquides ou glacées. Ces décharges augmentent le champ électrique local jusqu'à former des traceurs, de petites décharges en forme de filaments, résultant d'avalanches d'électrons. Cependant, dans le cas des traceurs positifs, ces décharges se déplacent dans le sens inverse des électrons, ce sont des avalanches qui reculent. D'une manière probablement similaire à un éclair négatif, ces traceurs peuvent former un précurseur, un canal lumineux et conducteur qui s'étend vers le sol. C'est là, cependant, que les différences les plus notables apparaissent. Contrairement aux précurseurs par bond d'un éclair négatif, qui se déplace par étapes, les précurseurs positifs sont beaucoup plus continus. Leur comportement semble plus complexe et hautement dépendant des conditions de l'air qu'ils traversent. Ainsi, ils peuvent passer d'un déplacement continu à une avancée par bond beaucoup plus court et rapide que leurs homologues négatifs. Ils peuvent également devenir très peu lumineux, puis s'éclairer brusquement. Les connaissances limitées à leur sujet n'aident pas à l'analyse de leur comportement, et leurs propriétés ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Les éclairs positifs semblent provoquer moins de ramifications que les éclairs négatifs, et celles qui génèrent n'ont pas le même aspect. Des observations ont montré des embranchements positifs apparaissant en plein air à une certaine distance du précurseur positif et s'y attachant, plutôt que de s'étendre à partir de lui. Dans tous les cas, le précurseur positif continue de s'étendre vers le sol. Lorsqu'il arrive à proximité, il provoque la formation d'un précurseur de charge opposée, c'est-à-dire négative, qui s'élève de la Terre et vient à sa rencontre. La rencontre des deux précurseurs ferme les circuits électriques et les charges sont échangées. C'est la décharge retour. Dans un éclair positif, cette décharge est beaucoup plus puissante que celle d'un éclair négatif et dure plus longtemps. Cependant, cette décharge est souvent unique pour un éclair positif, alors qu'un éclair négatif peut en posséder 2, 3 ou plus. En conséquence, l'éclair positif ne clignote pas et forme bien souvent un seul flash. Maintenant, tournons-nous vers d'autres formes rares d'éclairs qui ne descendent pas du nuage vers le sol, mais font le trajet inverse.
Les décharges inversées. Les décharges inversées, aussi appelées éclairs sol-nuage, sont des éclats de foudre qui prennent naissance à l'extrémité d'objets hauts et pointus, comme le sommet des montagnes ou certaines antennes. Ils peuvent être de charge positive ou négative, et ont la curieuse tendance à s'étendre vers le ciel. Bien que moins fréquents que les éclairs nuage-sol, ils jouent un rôle crucial dans l'étude de la foudre. Ils permettent de mieux comprendre les mécanismes de déclenchement et de propagation des décharges électriques atmosphériques. Ces éclairs peuvent transporter une quantité significative de charges électriques vers le haut, offrant des données précieuses sur la distribution et le mouvement des charges dans les orages. De plus, les éclairs artificiels générés par des techniques comme le lancement de fusées sont utilisés pour reproduire et étudier ces phénomènes dans des conditions contrôlées. Cela facilite l'observation et l'analyse des paramètres clés de la foudre, comme l'intensité du courant et les caractéristiques du canal de plasma. Il est également notable qu'une fraction de ces éclairs alterne entre différentes polarités, avec des décharges de retour successives, positives et négatives. Certains experts ont remarqué que les éclairs inversés semblent survenir peu de temps après qu'un coup de foudre normal, c'est-à-dire nuage-sol, ait frappé les environs. Des rapports indiquent l'émission d'étranges bruits et la formation de décharges au bout des tours et des antennes lorsque la foudre frappe au loin. On m'a également rapporté qu'en montagne, certains coups de foudre semblent être précédés d'un bourdonnement similaire au bruit d'un essaim d'abeilles. Pourrait-il s'agir d'un phénomène apparenté? En tout cas, cela peut indiquer une répartition complexe des charges électriques dans le sol lorsque la foudre touche une région donnée. Mais pour en savoir plus, l'effort scientifique doit continuer dans ce sens. Pour finir, nous allons aborder une autre forme rare de décharge inversée, le feu de Saint-Elme. Le feu de Saint-Elme est un phénomène électrique naturel qui se manifeste sous forme de lueurs lumineuses, bleues ou violettes, souvent observées sur les pointes d'objets exposés à un fort champ électrique atmosphérique, comme les mâts des navires, les ailes d'avion, les paratonnerres et même les cornes de bétail. Ce phénomène est le résultat de l'ionisation de l'air environnant causée par la présence de forts champs électriques, généralement pendant des tempêtes ou des orages. Le phénomène tire son nom de Saint Érasme de Formia, également connu sous le nom de Saint-Elme, qui est le saint patron des marins. Dans les temps anciens, les marins considéraient l'apparition de ces lueurs comme un signe de protection divine, croyant que Saint-Elme veillait sur eux durant les tempêtes violentes. Scientifiquement, le feu de Saint-Elme se produit lorsque le champ électrique dans l'atmosphère est suffisamment fort pour ioniser l'air environnant, mais pas assez pour provoquer une décharge électrique complète sous forme de foudre. Les électrons de l'air sont alors excités et libèrent de l'énergie sous forme de lumière lorsqu'ils retournent à leur état normal. Cette lumière apparaît généralement en bleu ou violette en raison de la manière dont les molécules d'azote et d'oxygène dans l'air émettent de la lumière lorsqu'elles sont excitées. Historiquement, les observations du feu de Saint-Elme remontent à l'Antiquité. Les navigateurs phéniciens, grecs et romains l'ont observé, et il a été mentionné dans les œuvres littéraires comme celles de Jules Verne et de William Shakespeare. Au Moyen-Âge, les marins superstitieux voyaient dans ce phénomène un présage positif indiquant que Saint-Elme les protégeait des dangers imminents. Aujourd'hui, bien que le phénomène soit mieux compris, il continue de fasciner et de captiver l'imagination de ceux qui le voient. Les pilotes d'avion et les alpinistes en haute montagne peuvent parfois observer ces lueurs qui demeure une spectaculaire manifestation de la puissance des forces naturelles en jeu dans notre atmosphère. En conclusion, les éclairs restent des phénomènes mystérieux dont la fascinante diversité cache encore bien des surprises sur le chemin de la compréhension du monde qui nous entoure. Les éclairs positifs, plus rares que les décharges négatives, sont beaucoup plus puissants et lumineux. Ils sont plus fréquents lorsque la zone de charge positive au sommet du nuage
n'est pas caché depuis le sol par la zone de charge négative au centre du nuage. Cela arrive en fin de vie d'une tempête ou quand l'enclume du nuage d'orage est décalé par le vent par rapport au reste du nuage. Visuellement, la foudre positive forme souvent un flash unique, résultant de la présence d'une unique décharge retour. Les précurseurs positifs, canaux initiaux de l'éclair, se déplacent de manière plus continue que leurs homologues négatifs et peuvent se propager plus loin. Plus rares encore sont les éclairs inversés, qui prennent naissance au sommet des montagnes, gratte-ciel et antennes. Ils se propagent de la Terre vers le ciel et peuvent être déclenchés artificiellement par le lancement d'une fusée lestée d'un câble, permettant ainsi d'étudier la foudre dans des conditions de laboratoire. Le feu de Saint-Elme est une autre forme de décharge inversée, provoquant l'apparition de lueurs et d'étincelles au bout d'objets pointus pendant un orage. Mais maintenant, revenons au rôle transformateur de la foudre. Il ne s'agit pas d'une coïncidence si la foudre est figurée comme l'outil des dieux. Objet transformateur par excellence, l'outil change et remanie le monde selon la volonté de celui qui le manie. Dans la mythologie grecque, Zeus, le roi des dieux, utilise le foudre pour punir et démontrer sa puissance divine, symbole de justice céleste et de pouvoir suprême. Chez les Nordiques, Mjolnir, le marteau de Thor, génère des éclairs lorsqu'il est utilisé. Thor est le protecteur des dieux et des hommes contre les forces du chaos et du mal. Dans l'hindouisme, Indra, dieu céleste de la guerre et des orages, manie la foudre sous la forme du Vaira, un sceptre divin, symbole d'illumination spirituelle, de pureté et de puissance indestructible. Mais revenons au monde terrestre. C'est à la foudre que l'homme doit son outil le plus prestigieux, le feu. En effet, les experts s'accordent à penser que ce sont les feux de forêt, provoqués par la foudre, qui ont permis aux Homo erectus, nos lointains ancêtres, d'accéder à une source naturelle de flammes. Offrant chaleur et protection, rendant les aliments plus digestibles et permettant ainsi l'augmentation du volume crânien, le feu eut un rôle majeur dans l'évolution de l'homme. Les anciens hominidés, en observant et maîtrisant les flammes pour la première fois, pouvaient-ils penser que cette technique serait la clé de voûte de la civilisation ? Dans le prochain épisode, nous verrons qu'il existe des éclairs qui fusent jusqu'aux limites de l'espace, les phénomènes lumineux transitoires ou éclairs de haute altitude. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode et vous dis à bientôt pour le prochain.